Rodolphe Bonas, bonsoir. Vous êtes PDG d'Aristide Retail Technologies. Un peu maison aussi quand même. Un peu maison aussi, après tout, c'est vrai. Et bien sûr, Edwige Chevrillon qui est resté avec nous, puisque nous allons décrypter l'échange que vous venez d'avoir avec Patrick Martin, donc le président du MEDEF. Alors Emmanuel Macron, qui adressait il y a encore un mois un message d'unité au patronat, finalement aujourd'hui lui donne des sueurs froides avec son budget 2024. Oui, ce qu'on se dit, c'est quand même pour Patrick Martin, d'ailleurs c'est la première question que je lui ai posée, c'est est-ce que c'est une manière pour vous de marquer votre rupture, voilà, désapprobation. Votre terrain, parce qu'il vient d'arriver, je m'en étouffe du reste. Oui. Mais on sent, il dit non, pas du tout, c'est-à-dire qu'il n'imaginait pas, en prenant les rênes du MEDEF, que la situation serait si compliquée. Parce qu'il arrive dans un contexte en France où quand même assez compliqué sur le plan macroéconomique, sur le plan microéconomique, même s'il a dit que ça tenait du côté des entreprises. Mais là, il voit bien qu'il est dans un contexte où tout d'un coup, on a envie de taxer un peu les entreprises, un peu de tous les côtés, quoi, du côté de la mobilité, des transports, du côté des salaires. Ils sont un peu cernés tout d'un coup, ils ne s'y attendaient pas, un peu cernés par toutes ces taxes qui leur tombent dessus ou qui menacent de leur tomber dessus. C'est marrant, on va l'écouter dans un instant, Patrick Martin. On a l'impression qu'après la REF, il y avait déjà une petite tension et que la tension était apaisée pourtant. Enfin, oui, on parle de ça, c'était il y a un mois, mine de rien. Exactement, c'était juste il y a un mois, enfin même 5 semaines. Je crois qu'eux-mêmes sont un peu surpris par ce changement un peu de pied quand même par rapport au gouvernement en disant la politique de l'offre, elle marche, la preuve. Regardez le taux de l'IS, même Bruno Le Maire le reconnaît, l'IS rapporte énormément d'argent, il n'a jamais rapporté autant d'argent depuis que le taux est à 25%. Donc c'est tout ce paradoxe qui tout d'un coup un peu les prend un peu par surprise. Oui, parce qu'en réalité, les entreprises françaises, elles tiennent, mais elles tiennent dans le cadre de cette politique de l'offre. Donc là, si on rétropédale et si on décide finalement de ne pas supprimer les impôts qu'on avait promis, par ailleurs, c'est quand même compliqué pour les entreprises de se projeter dans un contexte les impôts, ils ont été supprimés sauf aussi instable. Sauf la CVAE, mais enfin quand même. Oui, on peut dire quand même que ça a été fait. Ça a quand même été fait, largement fait. Oui, alors d'accord, mais sauf que en réalité, quand on est une entreprise un peu sérieuse, vous le savez mieux que moi, Rodolphe, on travaille sur des plans de trésorerie à court et moyen terme. On est obligé de s'y pencher. On voit bien qu'on a le gouvernement qui est pris, entre guillemets, d'un côté une promesse électorale en disant « Je vous rassure, peuple de France, les impôts n'augmenteront pas ». Ouf, ils n'en manqueront pas, mais il va bien falloir trouver de l'argent quelque part. Donc il n'y a pas beaucoup d'autres sources de revenus que d'aller chercher des revenus auprès des entreprises. Et on voit, ce sont des revenus un peu détournés d'ailleurs, comme on voit comment est-ce que tout ça est. Oui, ils sont un peu cernés, c'est pour ça que j'utilisais cette expression. Exactement. Oui. Le terme c'est ça, c'est-à-dire que ça arrive un peu de partout sur des j'allais dire, des fronts qu'on n'attendait pas. C'est pour ça qu'on a, du côté du MEDEF et côté des entreprises, en tant que chef d'entreprise, on est un peu surpris, on attend un peu de voir à quelle sauce on va être mangé. Thomas, comme ça sent pas l'impression qu'il nous joue le grand tournant, là, le patron du MEDEF. Non, on n'en est quand même pas. Non, mais il a eu une formule à la fin qui résumait assez bien l'échange. Il dit il n'y a pas de rupture de la confiance, mais peut-être effectivement c'est la fin de la lune de miel. C'est-à-dire qu'effectivement on en parlait pendant la pub, premier quinquennat, zéro sujet, zéro souci, c'était vraiment l'idylle, tout le monde était 50 milliards d'euros de baisse d'impôts. 50 milliards d'euros de baisse d'impôts. Bon, là maintenant, effectivement, on a basculé dans un nouveau contexte macroéconomique, financier, charge de la dette, les taux d'intérêt, l'inflation, le contexte n'est plus du tout le même. Et effectivement, en fait, il y a deux choses que dénonce Patrick Martin. C'est l'improvisation, c'est-à-dire qu'effectivement, dans le budget, ici ou là, il y a soit des taxes avérées, soit des menaces de taxes, qui plus est poussé par la majorité, donc effectivement il faut qu'il fasse rempart. Et l'autre point c'est la malhonnêteté. Il dénonce une forme de malhonnêteté de l'État de vouloir ponctionner ici ou là. Ça, c'est l'autre sujet. Là c'est l'autre sujet. C'est peut-être ça quelque part qui le dérange le plus au-delà des montants, c'est la philosophie. Il dit si maintenant l'État en vient à nous ponctionner parce qu'on fait du bon travail, il y a une crise de confiance. Non mais surtout, oui, absolument. Et puis surtout il y a une incompréhension parce que on se rend bien compte que la panique du gouvernement, elle vient du fait que tout à coup on se rend compte qu'il faut assainir nos finances publiques, sauf qu'on sait que le meilleur moyen de faire baisser ce taux d'endettement public, c'est de booster la croissance. Et là, le message de l'exécutif, c'est de dire, on va faire l'inverse. Ouais, là, en termes de finances publiques, ils n'arrivent pas à concilier fin du mois et fin des temps. C'est-à-dire que, effectivement, le gouvernement le sait, à chaque fois qu'ils baissent les impôts, ça rapporte plus d'argent, mais à moyen long terme. Et là, ils ont un bouclet à budget pendant 3 semaines. On a rappelé d'ailleurs sur l'impôt sur les sociétés, ils l'ont fait. En fait, quand ils ont enlevé les 10 milliards d'impôts de production dans le plan de relance, il n'y avait pas l'argent. Quand ils ont enlevé les 4 milliards
la CBE, il n'y avait pas d'argent non plus. Mais bon, on l'a fait. Là, maintenant, ça marche plus avec des taux d'intérêt. Oui, mais alors dans un contexte beaucoup plus politique qu'économique. Ouais. Et c'est ça qui les inquiète, parce que eux, ce sont des chefs d'entreprise. Le MEDEF, c'est des chefs d'entreprise. Donc la politique, c'est pas de leur ressort, comme il l'a expliqué. Ouais. Nous, on fait de l'économie, on fait de la croissance, on soutient de la croissance. Et donc là, ils sont un peu perdus. Et puis en revanche, là où Thomas a raison, c'est sur ce qui se passe sur l'Unédic et ce qui se passe autour de la GIRC-Arco, où là, pour eux, ça leur paraît absolument la fin du paritarisme. Ouais. Cela dit, comme je le disais, dans un je instant le soulignais, Emmanuel Macron n'a jamais été un grand fan du paritarisme. non, Il absolument. faut se rappeler la bien négociation sûr. autour de l'Unédic. Mais je vous rappelle aussi qu'il y a une promesse qui a été faite en début d'année 2023 et qui n'est pas tenue. En janvier dernier, Bruno Le Maire nous promettait une revue des dépenses de l'État. On devait passer au peigne fin toutes les dépenses des différentes administrations, des différents ministères, et justement pour réduire les frais de fonctionnement. Il n'y a rien là-dedans dans le budget 2024. Non, et je crois qu'elle a été faite, cette revue. Ouais, elle a été faite, mais Oui, à la fin, à la fin, 0 € d'économie. Alors justement, le président du MEDEF qui était avec nous tout à l'heure dans Good Evening Business, il a fait passer plusieurs messages. Il se demande si la politique du gouvernement est toujours pro-business. Et il s'inquiète évidemment de voir si l'État a vraiment l'intention de ponctionner certains excédents du régime Agirc-Arrco. Écoutez Patrick Martin. Nous inquiétons parce qu'il y a une forme de contradiction entre les propos effectivement très pro-business en faveur de la politique de l'offre du gouvernement et puis des actes. Il faut toujours mettre les actes en accord avec les propos. Il y a effectivement dans le projet de loi de finances, dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale également, un certain nombre de remises en cause de cette politique de l'offre au motif que les finances publiques sont dégradées. Je complète les propos de Patrick Martin. Il faut aussi rappeler que toutes les prévisions du gouvernement sur ce budget 2024 reposent sur une hypothèse de croissance d'1,4% de croissance du PIB. Oui, Très optimiste. très optimiste. Très optimiste. Comme tous les budgets. Oui, Chaque exactement. année, Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que dans le cadre d'une politique de l'offre extrêmement pushy, extrêmement pro-business, comme ça a été le cas d'ailleurs pendant le premier quinquennat, on peut éventuellement y croire. Mais là, en effet, avec ce rétropénalage, avec le gouvernement qui dit finalement la CVAE, on ne la supprime pas tout de suite, en tout cas, on va l'étaler sur 4 ans, on va revenir sur les différentes promesses, on va finalement augmenter le versement mobilité des entreprises, ce qui va plomber évidemment leur plan de trésorerie, on va aussi augmenter la base des coûts salariaux avec ce sujet des arrêts maladie. Plus les infrastructures de transport, la taxe sur les infrastructures de transport aussi. Oui, c'est ça, je l'ai dit, c'est le fameux versement mobilité. Mais donc en fait, on ne comprend pas très bien ce que le gouvernement veut. Il appuie à la fois sur la pédale de frein et sur la pédale d'accélérateur en même temps. Franck Boisiz, on n'est pas d'accord. Il essaye surtout, pour reprendre notre métaphore, cher Audrey, automobile, de trouver une direction avec quelques contraintes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois vouloir, et je pense que le MEDEF le souhaite pour des questions de compétitivité, un désendettement du pays, après des efforts très conséquents sur le quoi qu'il en coûte et les boucliers énergétiques, et demander en même temps, notamment sur la CVAE, qui de toute façon sera ristournée, elle sera simplement ristournée en 4 étapes au lieu d'être faite en une seule fois. Y a-t-il un drame en la matière ? Pour les entreprises qui ont des plans de trésorerie, des prévisions à court et moyen terme, vous comprenez que ça pose un petit problème. Mais ce n'est pas le seul sujet. Le versement mobilité, on a vu dans quel état sont les finances, notamment de la RATP. C'est-à-dire qu'il fallait, à un moment donné, si on veut avoir des déplacements collectifs et contribuer à la décarbonation de l'économie, pouvoir proposer une offre de transport collectif à la hauteur des attentes. D'accord, mais les entreprises, elles payent déjà 50% des coûts des transports, alors que seulement 25% des salariés des entreprises en France sont les usagers de ces transports en commun. Puisque c'est à toutes les boîtes de payer pour la RATP. Bah oui, c'est la question. D'abord, est-ce que c'est à toutes les boîtes ? Je ne peux pas être corrigé en disant, de toute façon, on est dans un financement dans lequel le salarié contribue aussi, me semble-t-il. Oui, bien sûr. Et l'entreprise... Y compris celui qui ne prend pas le train, pas entre parenthèses. Oui, on va dire peut-être plutôt le métro ou le RER. Donc, les entreprises, ne l'oublions pas non plus, notamment en Ile-de-France, qui est une région très dense, ont aussi un intérêt à avoir des salariés qui peuvent arriver dans un temps relativement court, restreint et pas de problème de stationnement en voiture à leur travail. On est tout à fait d'accord. En effet, il y a un véritable intérêt à ce que la mobilité, en tous les cas, soit fluide et que, en effet, les transports en commun fonctionnent correctement. Mais de là à dire que c'est aux entreprises d'arriver à combler ce dispositif, c'est à mon avis, c'est un peu fort de café. Et souvent, quand on y regarde un
un peu de plus près dans l'ensemble de la politique des transports, particulièrement en Ile-de-France. C'est d'une complexité absolument terrible, avec des logiques de gouvernance entre la SNCF, la RATP, des dispositifs de rupture de réseau. Mais on est dans du kafkaïen administratif qui fait en sorte que oui, les entreprises ont donné 400 millions d'euros, mais moi j'ai hâte de savoir ce qu'ils vont devenir ces 400 millions d'euros. Est-ce que c'est pas 400 millions d'euros, une fois de plus, dans le tonneau des Danaïdes, et on va toujours avoir des retards de train et une vétusté des équipements qui est quand même assez forte. Dans votre emportement, mon cher Rodolphe, n'oubliez pas que le salarié a aussi contribué via l'augmentation du tarif du pass Navigo. Mais bien sûr. Donc c'est pas uniquement les entreprises qui ont contribué à ce financement. Mais on comprend au vu de la réaction des salariés que le gouvernement dise oulala, on va arrêter de se tourner vers les usagers, on va se tourner vers les entreprises. Jean-Marc Sylvestre, est-ce qu'on n'est pas en train de revenir quand même sur cette politique de l'offre tant prônée par le gouvernement Macron ? Non, mais je crois que Patrick Martin vient de découvrir que Macron n'est pas aussi libéral que Geoffroy Roux Bézieux. Il a dit les libérales. Il a dit les libérales, vous l'avez entendu ? Je pense que le précédent président du MEDEF lui avait dit, écoute, si on est entre gens bien élevés, c'est bon chic, bon genre, on a une belle politique, on a des start-up, on a des licornes, on parle un peu anglais, donc il faut s'y mettre, ça. Et là, il découvre que, en fait, on n'est pas aussi, compte tenu de la conjoncture que vous avez soulignée. C'est vrai que la conjoncture, elle est moins bonne que ce que l'on pouvait penser, compte tenu de la structure même du financement de l'État, qui est fondée sur la dette, et notamment la dette de fonctionnement. C'est pas une dette d'investissement que nous avons, c'est une dette de fonctionnement. Et c'est bien ça qui est grave. Et c'est bien ça où je voudrais entendre le président du MEDEF contre l'endettement. C'est gentil tout ce qu'il raconte, mais c'est un peu du pinaillage. Le fond du problème, c'est que, on nous avait promis moins d'État, on n'a pas moins d'État, on a de plus en plus d'État. Deux, on nous avait promis une baisse régulière des prélèvements obligatoires, on n'a pas de baisse régulière des prélèvements obligatoires en dehors de ce qui s'est passé pendant le premier quinquennat, et c'est vrai que pendant le premier quinquennat, ça a fonctionné et ça a donné des résultats. On a une gestion du système paritaire qui est désastreuse. On va en parler dans un instant. Et qu'on va sans doute en parler. Mais si on est libéral, on doit protéger le système libéral, on doit protéger les contre-pouvoirs, et notamment la CFDT. Il ne parle pas de la CFDT, mais son allié à la GIRC et l'ARCO, c'est la CFDT. Franck Boisy, il en a parlé. Et puis la troisième chose, très qui intéresse forcément les chefs d'entreprise, parce que là, beaucoup sont paniqués, c'est la transition énergétique. L'agenda est trop rapide, il est trop fort, avec des moyens financiers qui ne sont pas fléchés et qui ne sont pas identifiés. Alors justement, il n'a pas parlé de transition énergétique. Sur le coup de gueule, il n'a pas parlé de ça. Sur le coup de gueule de M. Martin, quand même, je vais vous faire une confidence. Il se trouve que ce matin, au moment où il poussait son coup de gueule dans les Échos, puis sur votre plateau, il y avait une organisation qui commence à être un petit peu concurrente, qui commence à émerger, qui s'appelle Impact France, qui regroupe à peu près 15 000 entreprises. Et l'un de ses coprésidents, Pascal Demurger, le patron de la Maïf, disait, voilà, moi ce que je propose pour la CVAE, justement, qui est un sujet, cette fameuse contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, qui doit être supprimée, mais en 4 étapes, il disait, lui, finalement, je propose qu'on la supprime pour les entreprises qui publient leur bilan d'émissions de gaz à effet de serre, et ceux qui ne le font pas, ils ne profiteront pas de cette réduction fiscale. Et il proposait également, et c'est un dirigeant d'entreprise, il en a 15 000 derrière lui qui commence à concurrencer un peu le MEDEF, il propose également que l'impôt sur les bénéfices, le fameux impôt sur les sociétés, soit également modulé en fonction de la manière dont les entreprises redistribuent leurs bénéfices. C'est-à-dire, est-ce qu'elles font du dividende, est-ce qu'elles font du réinvestissement dans l'entreprise, ou est-ce qu'elles font du rachat d'actions? Donc, on a aussi des dirigeants d'entreprise dans ce pays qui disent, attention, il faut qu'on fasse différemment, et peut-être faut-il faire une pause sur la baisse des prélèvements fiscaux. Oui, non, mais ou la conditionnalité, ou la conditionner. Je ne suis pas sûr que la majorité des gens d'entreprise qui réclament un recul de l'État, moins d'administration, moins d'interventionnisme, en viennent à s'autoflégeller avec leurs propres résultats. Jean-Marc Sylvestre, les mêmes chefs d'entreprise, lorsque la facture d'énergie quadruple, à commencer par les boulangers, sont bien contents que l'État interventionniste, l'État régalien, mon cher Jean-Marc... Non, mais en réalité, attendez, parce que pour rebondir précisément sur ce point-là, d'engager à travers des mesures coercitives les PME notamment à s'engager dans la transition climatique, notamment à travers un bilan carbone. C'est vrai que force est de constater qu'au
aujourd'hui, il y a seulement 15% des PME qui réalisent un bilan carbone. Donc les encourager à le faire avec un espèce de bonus qui viendrait se présenter comme vous l'avez dit, pourquoi pas? Mais c'est vrai aussi, Franck, ça fait 2 ans qu'on nous promet à la fois plus de crédits d'impôt, plus de subventions, un peu à l'américaine, un IRA à la française, sauf qu'en réalité il se passe rien. Thierry Breton n'arrête pas de promettre un choc d'accélération justement pour faire en sorte que les entreprises soient moins étouffées par la suradministration, et il ne se passe rien non plus. Audrey, ce qui se Jean-Marc. passe, c'est que les entreprises qui font un vrai effort sont soumises à l'action de leur contre-pouvoir. Et le contre-pouvoir des actionnaires qui, dans les assemblées générales, commencent à réclamer ce genre de mesures. Le contre-pouvoir des salariés qui jugent une entreprise en fonction du sens que l'entreprise donne à leur travail. Et dans le sens que l'entreprise donne à leur travail, il y a aussi leur action contre le climat. Et puis surtout, le contre-pouvoir des clients. Mais c'est vrai que la plupart du temps, il s'agit sous la contrainte de marché. Ça n'est peut-être plus dans le logiciel du MEDEF de porter ce genre de message, après tout. Si vous dites juste pour rebondir sur les 85% qui n'ont pas fait ce fameux bilan carbone, il faut bien préciser que c'est pas une volonté de ne pas le faire. La plupart du temps, ce sont pas des chefs d'entreprise. Comment s'y prendre. Voilà, exactement. Il faut savoir qu'il y a une problématique d'abord les entreprises au sens large, c'est d'abord surtout des petites entreprises. Il faut savoir que c'est plus de 3 millions de petites entreprises, et c'est celles-ci qui mobilisent les commissaires aux comptes. Exactement, voilà. On mobilise les commissaires aux comptes. Les commissaires aux comptes, c'est leur métier de faire ça. Mais celles qui sont pointées du doigt, je suis désolé, mon cher Rodolphe, c'est pas les PME, c'est celles qui font plus de 500 salariés. Voilà. On constate que sur celles qui comptent plus de 500 salariés, donc les ETI et les grandes entreprises, 60% d'entre elles, à ce jour, ne remplissent pas ce qui est une obligation. Le bilan des émissions de gaz à effet de serre, le fameux BGES, c'est une obligation. Alors, il est vrai que la taxe, quand on respecte pas c'est une obligation, pardon, non mais c'est une obligation. 1500 euros. Que se passe-t-il quand on ne le fait pas? 1500 euros d'amende. Ah oui, c'est ça. Voilà, c'est extrêmement donc, voilà, évidemment. Voilà. Vous avez vu, on en parlait hier dans le cadre de la fameuse taxe carbone qui était opérationnelle, enfin qui est à l'essai jusqu'en 2025. On va désormais demander aux entreprises de faire du reporting sur les 3 mois précédents. Voilà, ça entre en vigueur à partir du 1er janvier prochain aussi. Donc c'est la... Mais cela va dans le bon sens, c'est-à-dire que ça va dans le demander aux chefs d'entreprise, ça va dans le bon sens. Ils vont peut-être vous dire que. Mais qui doit donner l'impulsion? Bien sûr, d'accord. Mais on attend de la part d'un État régalien. Parce que vous trouvez qu'il n'intervient pas encore suffisamment. Je trouve qu'il donne le cap, mon cher Jean-Marc, je trouve qu'il donne le cap et que ça donne pas le cap. Oui, alors attendez, Franck, non mais dire qu'il y a un cap, alors qu'en fait on se rend compte que la panique actuelle du gouvernement vient du fait que tout à coup on se rend compte qu'il faut assainir les finances publiques parce qu'on a un déficit colossal en face de nous avec une charge de la dette exponentielle par rapport au taux d'intérêt qui augmente, et que justement le gouvernement dit finalement on va utiliser l'outil fiscal parce qu'on ne sait pas travailler sur la gestion de nos finances à nous, de nos frais de fonctionnement, sauf que utiliser l'outil fiscal alors qu'on sait que le meilleur moyen de faire baisser ce taux d'endettement public, c'est de booster la croissance. C'est quand même un peu antinomique tout ça. Enfin, la croissance ne se décrète pas, Audrey. Non, c'est pas. Attendez. C'est pas ce moyen. Non, pas le moyen. Non, mais la croissance, elle ne se décrète pas. Non, mais elle s'encourage, elle s'accompagne avec une politique de l'offre. Le moyen, c'est de baisser l'endettement et de baisser la demande de dette. Et pour baisser la demande de dette, il faut baisser la dépense administrative. Oui. Cette dette, et les 3 000 frais de fonctionnement, est réservée exclusivement aux dépenses de fonctionnement. Absolument. Et or, les agences de notation observent ça avec beaucoup de justesse, de prudence aussi, de justesse. Il faudrait évidemment qu'on puisse faire de l'endettement, mais de l'endettement d'investissement. Où est l'endettement d'investissement? Il n'existe pas. Non. Oui. Et c'est là, quand vous me dites qu'il y a un cap, aucune dépense d'avenir, on est d'accord. La programmation énergétique qu'on nous a sortie la semaine dernière, extrêmement décevante. C'est assez flou. Et quand on parle de dépenses de fonctionnement, il faut se mettre en corrélation pour savoir si ça fonctionne bien. Oui, absolument. Et quand on regarde de plus près, sur les grands justement indicateurs régaliens de notre État, malheureusement, la croissance, que ce soit l'éducation, dans la santé, exactement la santé, etc. On est dans un dispositif qui fonctionne mal, eu égard aux investissements que l'on fait. C'est-à-dire que si on investissait quasiment rien pour avoir un résultat qui soit faible, on comprendrait, mais là on investit massivement pour des résultats qui sont mauvais. Donc là, la question c'est
quels sont Quand une équipe les française qui a moyens le prix Nobel de physique aujourd'hui, je vous trouve un petit peu... Ah non, mais moi je suis pas d'accord. Je vous Quand on trouve un petit regarde peu le sévère. classement PISA sur l'éducation nationale, on n'arrive même plus à s'en sortir, c'est-à-dire on est en dessous de tout le monde. C'est-à-dire on sort sur les mathématiques, on sort 19e. Oui, sur les enseignements fondamentaux, France, on ne peut pas dire qu'on rentre dans les classements. Et puis la Avec croissance, un budget de fonctionnement comme ça, on devrait avoir un dispositif qui fonctionne bien. Et puis Et la en même croissance, temps, si demain on réduit la dépense publique, notamment pas la sur le réduire. fonctionnement dans l'éducation nationale, la justice ou la santé, vous serez le premier comme cher citoyen Franck, à vous plaindre d'une Vous dégradation savez du service quoi rendu au regard de Je votre rêverais facture que d'impôt. l'éducation nationale, la police ou la santé fonctionnent aussi Oui, bien mais pour que ça, les il faut mettre en place services des mesures sociaux. d'impact et de Merveilleux. suivi On ait la budgétaire. même Jean-Marc efficacité à Sylvestre. lever l'impôt, Allez, qu'à 10 soigner secondes, les 10 gens. secondes. Ne vous Jean-Marc. inquiétez pas. Vous trouvez que les Ne vous services inquiétez fiscaux pas. fonctionnent bien avec une fraude fiscale estimée chaque année à 60 milliards d'euros c'est pourquoi non, c'est sûr. C'est Ah, un la autre bataille sujet, de Franck. chiffres là-dessus. Non, mais Jean-Marc Sylvestre. Jean-Marc. Ne vous inquiétez pas, pour rebondir juste sur ce que vous venez de dire, vous avez des parents d'élèves qui ont certes un certain nombre de moyens, qui savent exactement savoir où sont les bonnes écoles et où sont les mauvaises. Et plus généralement, elles sont parfois, plus souvent, dans le privé que dans le public. La seule chose que je regrette dans le budget et dans le cap que vous avez vu, c'est que pas une seule seconde, on a pu penser dans cette gouvernance que le privé pouvait faire aussi bien, sinon mieux que le public. Pas une seule fois. Pas dans l'école, et pourtant dans l'école ils se débrouillent bien, pas dans la santé, et pourtant ils se débrouillent bien dans la santé, et dans l'entreprise, dans l'investissement des entreprises. Et vous savez, le comble, et c'est le paradoxe de ce pays, 3 000 milliards de dettes, vous avez 6 000 milliards d'épargne réalisable, absolument. disponible, qui ne sert à rien. À rien. Et qui pourrait servir Et qui notamment à pourrait financer servir les à la EPR. transition écologique Voilà. et financer. Les La énergies croissance, comme vous dites, ça se décrète pas, mais ça se booste par la compétitivité de l'offre aussi. Voilà, d'où les baisses d'impôts, évidemment. dont Patrick Martin nous a reparlé tout à l'heure. Si on augmente. Enfin, les Non, mais 6 sera pas milliards qui sont Franck dans Boissis l'assurance d'accord vie là-dessus. ailleurs, Ils sont dans les dépôts, des comptes à terme, comptes voilà, mais courants, etc. Il dorme au vous chaud. ne pouvez pas violer les Français Allez. pour qu'ils dégonflent leur épargne. La Non. France a une tradition Allez. culturelle d'épargne élevée. Bah, bien sûr. Allez, On a le 19 record du monde. Allez, 30 19h30. Oui, 19h30. Allez, on repart dans 2 minutes. Je vous redonne les grands titres. Il est 19h30. Il y a des impondérables. Vous savez ce que c'est. Dans l'actualité ce soir, donc gros projet de loi qui vient d'arriver à l'Assemblée nationale pour accélérer les fameuses négociations commerciales. On va en reparler dans un instant. Le gouvernement en fait une urgence absolue. L'idée, c'est que les négociations se terminent dès la mi-janvier pour voir émerger au plus vite des baisses de prix dans les rayons. Good Evening Business, les experts du soir. 19h35, on continue avec Franck Boissis, Jean-Marc Sylvestre et Rodolphe Bonas. Alors on va parler de ces négociations commerciales qui vont s'accélérer puisque ça y est, le projet de loi du gouvernement vient d'arriver à l'Assemblée nationale. Oui, et l'objectif, c'est d'avancer le calendrier habituel, vous savez, pour faire en sorte que les discussions se terminent dès le 15 janvier, pour espérer voir des baisses de prix se concrétiser le plus vite possible en rayon. Est-ce qu'on nous vend du rêve là dans cette histoire On va peut-être commencer par rêver modeste, Guillaume, en disant qu'on va espérer des non-augmentations de prix. Ouais, Ce sera c'est peut-être plus juste. Ah oui, plutôt parce que des que baisses. sur certaines matières premières, plastique, cacao, sucre, ça continue de grimper, quoi qu'on en dise. Négociation ne veut pas forcément dire baisse des prix, il veut dire négocier. Alors, la logique voudrait, la logique voudrait quand même qu'au vu surtout des entreprises qui sont visées, qui sont quand même les 75 plus grosses multinationales, quand même qu'on puisse avoir sur ces produits-là, qui représentent à peu près 50% du chiffre d'affaires des rayons, et bien qu'on puisse avoir des baisses quand même constatées. Ça veut dire que ces baisses-là, on ne les verra que, si la loi est votée et que tout se passe bien, on ne les verra que en mars, avril, Oui. mai, puisqu'il faut entre 1 mois et demi et 3 mois pour qu'après les tarifs s'appliquent en rayon. Voilà, alors maintenant on peut quand même dire que finalement l'intention est bonne, parce que c'est sûr que quand on voit la baisse du pouvoir d'achat des Français et les caddies qui s'appauvrissent de jour en jour, dire qu'on va revoir ce fameux calendrier pour accélérer justement les baisses de prix dans les rayons, c'est plutôt une bonne idée. Maintenant, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup de cours qui ne baissent pas et qui non seulement ne baissent pas, mais ne font qu'augmenter. C'est le plastique recyclé, c'est le cacao, c'est le sucre, et donc il se peut aussi qu'on ait en effet des hausses de prix, comme vous le disiez, Franck Boissis. Et puis il y a aussi une rigidité de marché à laquelle il faut s'adresser. C'est-à-dire que les industriels ont du mal à répercuter les hausses de cours, et donc quand il y a des baisses, ils sont réticents évidemment à les répercuter aussi. Et c'est pour ça qu'un projet de loi qui viendrait encadrer tout ça, c'est plutôt une bonne chose. Ils ont une capacité à répercuter les hausses d'entrant du prix de matières premières plus facilement, qui sont vous allez beaucoup dire. plus grandes et beaucoup plus rapides que les baisses quand même. Alors, juste quand même pour qu'on revienne un peu sur la séquence, je rappelle, 2022,
une conjonction internationale qui fait augmenter l'ensemble des éléments constitutifs du prix, c'est-à-dire l'énergie, les matières premières, l'emballage, vous en avez parlé tout à l'heure. Le transport, en effet. Résultat des courses, le gouvernement, rappelons-nous de ça, le gouvernement, Bruno Le Maire en tête, demande aux distributeurs et aux industriels de se mettre autour de la table très vite, parce qu'on avait des industriels qui n'arrivaient pas à répercuter. On s'est remis autour de la table, et qu'est-ce qui s'est passé à l'été 2022 ? Eh bien, on a bien vu nos prix augmenter dans les rayons, on a tous payé nos produits plus chers. Même dispositif, même séquence, on se retrouve à peu près un an après, c'est-à-dire en mars-avril 2023. Bruno Le Maire, à partir de juin, dit ça commence à descendre, ça serait bien de se retrouver autour de la table. Et il y a eu, cette période a été offerte aux industriels. Mais ça n'a rien donné. Absolument, ils sont tous restés chez eux, ils ont dit nous on ne vient pas négocier. Donc mécaniquement, là, l'État est dans l'obligation de, en effet, mettre une loi pour les forcer à se mettre autour de la table. À Jean-Marc Sylvestre. Non déplaise. Est-ce que vous tablez, vous, sur des baisses de prix ? Vous dites quoi ? Mars-avril ? Ça tombe bien juste avant les élections européennes. C'est fabuleux, quand même, cette histoire. Non, j'ai pas grand-chose à ajouter à tout ce que je suis assez effrayé par tout ce que vous racontez là. C'est-à-dire, Jean-Marc, c'est une économie administrée. C'est un commerce administré. Découvrez, vous êtes en train de nous décrire un commerce et une économie totalement administrée. Un commerce on est revenu à Robespierre. Non mais c'est une blague ou quoi ? Attendez. Mais non, c'est pas une blague. On a des prix qui ont flambé. L'administration va fixer les prix, prix, les marges, le droit de vente, Enfin, il va arriver à un moment, il va falloir demander l'avis du consommateur. Il va falloir réanimer. Le consommateur est forcément pour la baisse des prix, Jean-Marc. Oui, on aura peut-être. Oui, ça commence d'ailleurs. Je vois que la caricature a de beaux jours encore devant elle. Jusqu'à présent, messieurs, dans le fameux box où discutent Monsieur Unilever et Monsieur Casino ou Monsieur Carrefour. Pourquoi ils discutent Où ils discutent de leur prix pour 2024. Sûr, l'État n'est pas présent. Il n'y a pas un fonctionnaire de Bercy qui s'en occupe. Si, l'État est présent parce que l'État l'encadre. L'État dit c'est à cette période-là que vous devez discuter, c'est à cette période-là que ça doit se terminer, et lorsque c'est terminé, ça doit durer pendant un an. La réalité, c'est qu'on est le seul pays à avoir mis ce dispositif en place. Alors il faut savoir, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce dispositif... On avait un problème avec les agriculteurs. Exactement. Ce dispositif il a été mis en place pour faire en sorte que finalement les PME ne soient pas en négociation permanente. C'est vrai qu'il y avait une forme de perversité. En pressurisation permanente. Exactement. Donc ça, voilà. Mais on peut trouver un juste milieu entre un rythme annuel et très encadré, très lourd, et une négociation commerciale qui permette quand même une certaine forme d'agilité. Non, mais là, en plus, on a un véritable engagement de la part du ministère de l'économie qui, alors si c'est pas engagé sur le niveau de diminution des prix, il a quand même pris un engagement sur le fait que ça allait concerner plus de la moitié des produits disponibles. Oui, mais enfin, tous les engagements gouvernementaux en la matière, je vous rappelle ces derniers temps, donc comme le rappelait Rodolphe, cet été on a essayé de mettre tout le monde autour de la table sur la base de la bonne volonté, échec cuisant. Après on a vu la séquence remarquable de la vente à perte qui s'est terminée comme on sait, parce que comme on n'est pas dans une économie administrée, mon cher Jean-Marc, on ne peut pas imposer la vente à perte aux entreprises. J'ai pas essayé d'imposer la vente à perte. Non, mais dans une économie soviétique que vous nous décrivez de la grande époque, ça aurait peut-être été possible. Ah ben on a essayé quand même. Vous avez vu la réaction de tous les industriels, comme des producteurs, comme des distributeurs. Échec et mat. Donc, on a eu une proposition. On a eu une série d'initiatives gouvernementales qui quand même n'ont pas été couronnées de succès. On en revient quand même au rythme des négociations entre les acteurs économiques en disant voilà. Ok, on vous donne un cadre, mais une fois que vous êtes dans le cadre, vous vous débrouillez. Non, mais que le gouvernement soit... Il a de bonnes intentions. On ne peut pas reprocher au gouvernement de protéger. Non, mais la seule bonne nouvelle. Mais la seule bonne nouvelle du gouvernement, c'est qu'il veut protéger tellement de monde qu'il arrive à déplaire à tout le monde. Oui, mais alors justement, parce que la seule annonce assez intéressante de la part du gouvernement sur ce sujet-là, c'est qu'il a dit qu'il allait créer une mission parlementaire pour étudier justement la possibilité de réformer en profondeur les règles des négociations commerciales. Il faut arrêter avec ces dates fixes qui créent des tensions inutiles et qui amènent des résultats complètement improductifs. Il faut regarder ce qui se passe ailleurs en Europe. Partout en Europe, les négociations sont libres. On est le seul pays qui est encadré de cette manière. Mais est-ce que des négociations libres, ça n'a pas des effets pervers aussi ? Parce que tout le monde dit qu'il faut arrêter avec ce grand cérémonial. Non, mais ça permet une vraie réactivité. Alors, justement, est-ce que ça peut avoir des effets pervers ? Ou alors, ce que vous dites, effectivement, comme le dit Audrey, il faut arrêter avec cette promesse annuelle. Il y a les effets pervers que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire de faire en sorte que finalement on ne rentre pas dans un dispositif
dispositif où finalement on soit en tension permanente sur des négociations qui ne s'arrêtent jamais. Oui, mais Rodolphe, en réalité, les hausses et les baisses de prix, elles s'intègrent hyper rapidement dans les prix finaux. Oui, je suis d'accord, mais il ne faut pas qu'on tombe quand même dans un effet inverse. Oui, mais en revanche, sur tous les pays. C'est la loi de marché qui fonctionne ailleurs. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, les négociations commerciales sont encadrées, les promotions commerciales sont encadrées, les prix de vente sont encadrés. C'est-à-dire dans le domaine. C'est la RDA dont nous parlait Jean-Marc Dans les Sylvestre. dans les domaines alimentaires. Donc c'est vrai que là, un tout petit peu moins d'État et laisser la politique de l'offre et la demande s'appliquer, il y a fort à parier que nous, les consommateurs, on risque de s'y retrouver. Donc ça veut Vous dire noterez quoi que dans cette exception culturelle que vous décrivez, où la négociation commerciale est très encadrée, Pas que, hein. la France est un des États européens aussi qui a conservé le secteur agricole le plus efficient. Non, mais plus alors important, attendez, oui. pardon, Alors, Franck oui. Boisiz, on était la première puissance agricole d'Europe. Aujourd'hui, on est au rang combien ? Je ne saurais vous dire. Eh ben, on a laissé passer l'Espagne devant nous, on a laissé passer Pour l'Italie. certaines filières, oui. Non, mais attendez, enfin, Même l'Allemagne, on il y a perdu des en filières souveraineté. entières qui sont parties. Alors ça, c'est lié à une On a politique perdu aussi agricole en évolution française, de pareil, modernisation. très de encadrée, modernisation qui de à la mon avis a production, donné. ouais, ça. Mais qu'en aurait-il n'a pas été sans permis. la loi Egalim? Ah bah la loi qu'il en Egalim, reste. on peut en parler. C'est un peu foulé au pied quand même, la loi Egalim. La loi Egalim qui a quand même, là, en termes de pouvoir d'achat, la loi Egalim, c'est quand même entre 1 à 2 milliards d'euros pris dans le portefeuille des Français. Pourquoi ? Parce qu'on a décidé de dire aux distributeurs, vous ne pourrez pas vendre un produit en dessous de 10% de votre prix d'achat. C'est-à-dire que c'était obligé. Vous achetez un produit 1 euro à un industriel, vous devez le vendre en rayon au minimum Mais 1,10 €. vous savez que c'est pour protéger les plus petits, producteurs. C'est la fameuse stratégie du ruissellement. Aujourd'hui, cette fameuse stratégie du ruissellement, elle peine encore Pour les à produits donner une ruissellement. grille de lecture Allez. directement dans le portefeuille des agriculteurs. Allez, on a terminé sur les négocos. Bon, on va suivre évidemment ce feuilleton, ça arrive à l'Assemblée, puis on va voir effectivement si tout ça est adopté. La grande distrie fait le forcing pour que ça soit adopté évidemment le plus rapidement possible. Le débat est à retrouver, ça va s'afficher sur vos écrans dans un instant avec le QR code, sinon c'est bfmbusiness.com.